Le saviez-vous, 70% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées à notre chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner, ça ne vous prend que quelques secondes et indique à YouTube que vous appréciez notre contenu qu'on publie chaque samedi à 16 h. Merci et bon visionnage. Comme promis, il s'agit ici de la suite de notre série sur la géopolitique du monde en 2050. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas des États-Unis. Une démographie bouleversée. Un point qui va revenir à travers toute cette série est celui de la démographie. Aux États-Unis, cela va prendre une tournure assez spéciale. En effet, le pays va, durant les décennies à venir, subir une mutation profonde de sa démographie. Depuis les années 1960, c'est près de 50 millions de migrants qui sont arrivés dans le pays, principalement d'Amérique du Sud et d'Asie. En 2050, on estime que plus d'un cinquième des Américains seront à l'étranger, soit 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2020, la première minorité qui connaît une croissance constante est la minorité asiatique. En effet, les immigrés en provenance d'Amérique du Sud ne représentent plus la première source de migrants pour le pays, même si ces derniers représentent toujours la plus grande part parmi les minorités. Actuellement, la population blanche aux États-Unis est majoritaire, à savoir elle représente plus de 50% de la population totale du pays. Mais on estime que d'ici à 2050, les blancs ne devraient représenter non plus une majorité, mais une pluralité. Nous l'étudierons dans les prochaines vidéos, mais il s'agit là du seul pays occidental qui devrait faire face à de tels bouleversements dans sa démographie. Nous pouvons imaginer une montée des tensions interraciales à travers le pays, exacerbée par les politiciens républicains et démocrates dans le but de s'attirer les faveurs d'un électorat toujours plus divers pour satisfaire ses ambitions. Les millénials et la politique. On surnomme les millénials les personnes nées à peu près entre 1980 et 2000. Il s'agit aux États-Unis de la population la plus diverse à ce jour. C'est aussi la génération la plus diplômée et qui épouse aussi le plus la cause libérale démocrate et qui vit principalement dans les grandes métropoles du pays. C'est aussi une génération qui dans les sondages se montre la plus intéressée par les enjeux climatiques. Mais il s'agit là de la population la plus précaire qui a tendance à engranger un grand nombre de dettes pour obtenir des diplômes parfois inutiles et non professionnalisants. Ces derniers se retrouvent par la même occasion dans l'impossibilité de vivre dans ces grandes métropoles du fait des prix exorbitants générés par la demande croissante des acheteurs et éprouvent des difficultés soit pour y trouver un travail ou bien encore de faire le trajet tous les jours jusqu'à leur lieu de travail. Des États libéraux comme la Californie, pour ne citer qu'elle, a pour projet 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Cet État mise beaucoup, en l'occurrence, sur le solaire et l'éolien et a pour but d'exporter son énergie vers d'autres États, créant par la même occasion un vivier économique très important pour ces nouveaux ingénieurs. Le rôle des États-Unis dans le monde. Une statistique intéressante est à évoquer. 60% des Américains estiment que d'ici à 2050, le rôle des États-Unis dans le monde diminuera. Cette opinion est partagée par près de 70% de la population blanche et seulement 50% des populations issues des minorités. En matière de politique internationale, deux possibilités émergent sérieusement. Ce sont les piliers de la politique internationale des États-Unis depuis leur création. Une première hypothèse sera l'isolationnisme croissant. C'est en effet ce qui est voulu par la branche conservatrice qui a vu le jour à nouveau avec l'arrivée de l'administration Trump, à savoir les États-Unis ne seraient que des observateurs de la scène internationale à partir du moment où le pays n'est pas menacé par une puissance étrangère. Cela correspond en effet à la vision trumpienne de la politique, on le constate avec les sanctions économique des États-Unis contre la Chine, dont Trump estimait que le pays trichait sur la scène internationale et volait les secrets industriels à des grands groupes américains implantés en Chine. C'est les sanctions contre Huawei, dont l'administration Trump estime toujours que cet industriel chinois utilise ses capacités et ses ressources industrielles pour espionner les consommateurs américains ainsi que ses alliés. C'est encore l'Iran, dont Trump, avant même d'être élu, qualifiait l'accord du nucléaire iranien comme une vaste blague et accusait le pays de déguiser son nucléaire civil pour mieux développer ses armes atomiques. C'est un véritable courant de pensée que Trump a fait renaître dans l'esprit conservateur américain et qui n'est pas prêt de s'éteindre et ne cesse de se répandre, comme le montrent les discours des politiciens les plus influents du parti républicain depuis 2016 au rassemblement conservateur, aussi appelé CPAC. Un autre choix se pose du côté des démocrates, c'est un côté interventionniste, à savoir les États-Unis se doivent d'intervenir économiquement et militairement dans les conflits à travers le monde. C'est par exemple la vision portée fermement par Hillary Clinton en 2016 qui proposait d'accroître les sanctions contre la Russie, avait participé dans l'administration Obama à la chute du régime de Kadhafi et de la Libye, déstabilisant ainsi toute la région. C'est l'échec des États-Unis au Moyen-Orient, mais aussi la promesse de l'instauration d'une no-fly zone au-dessus de la Syrie, à savoir la promesse de détruire tout appareil militaire ou civil survolant ce territoire. Ce côté interventionniste est aujourd'hui repris par le candidat Joe Biden, ancien vice-président durant l'administration Obama, qui soutenait par exemple les bombardements américains sur la Syrie dans le but de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Les États-Unis et l'Europe.
Les États-Unis ont toujours eu des relations spéciales avec l'Europe. Il est vrai en l'occurrence que les États-Unis ont plus tendance à traiter avec chaque pays individuellement, par exemple avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. L'Europe constitue aussi un bastion militaire important. Nous avons la base de Ramstein en Allemagne qui permet aux États-Unis de rapatrier ou bien d'envoyer rapidement des troupes au Moyen-Orient. C'est aussi un outil de dissuasion nucléaire non négligeable pour le pays avec ses alliés dans l'Est comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui sont aussi, comme nous l'avons vu dans plusieurs vidéos, des acheteurs compulsifs de leur matériel militaire. Si nous allons plus à l'Est, il est fort probable que les sanctions contre la Russie perdureront encore quelques années, au moins jusqu'à voir un successeur sérieux à Vladimir Poutine. Aucun membre du parti démocrate ou républicain ne s'est à ce jour avancé à dénoncer ces sanctions contre la Russie, donc nous pouvons légitimement penser que ces dernières sont là pour perdurer encore quelques années. Les États-Unis et les institutions. Enfin, les États-Unis ont toujours eu des relations difficiles avec les institutions internationales. Ce fut le cas de la SDN, Société des Nations, ce fut le cas avec l'ONU, ou encore avec l'ASNUM, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fixe les limites territoriales d'un pays notamment avec son plateau continental. Pour ce traité en particulier, les États-Unis ne l'ont pas ratifié, mais continuent d'en revendiquer les avantages. C'est ce qui arrive quand vous avez la première armée au monde et que vous êtes la première puissance économique. Les États-Unis ont à plusieurs reprises, sous tous les présidents, peu importe l'étiquette politique, menacé de quitter l'ONU et ils dénoncent notamment le gâchis financier que cela représente chaque année pour les États-Unis. En effet, Trump ne l'a pas caché, il souhaiterait un retour des États-nations, en dehors de toute règle du droit international, si ce n'est celle de la coutume qui existait avant l'apparition de ces institutions. Les prochaines décennies risquent donc aussi de marquer une diminution de l'hégémonie américaine sur le système monétaire international. Le dollar servant de référence sur la scène internationale, il est fort probable que nous retournions à une valeur plus stable, comme l'étalon or, comme le souhaite par exemple la Russie, ou bien un système hybride entre l'étalon or et le pétro-yuan, similaire au pétrodollar, souhaité par la Chine. Du côté du secteur privé, nous continuerons de voir les crypto-monnaies comme le Bitcoin, indépendantes de tout système financier, ou bien des crypto-monnaies promues par des mastodontes comme Facebook, indexées sur des monnaies déjà existantes, comme c'est le cas pour la Libra. Après un grand succès en septembre dernier, nous avons décidé de reproduire un mug unique pour les abonnés premium annuels. Ce récipient, en plus d'accueillir les larmes de vos ennemis et de vos opposants politiques, permet à Terabellum de survivre dans un environnement politique particulièrement hostile aux idées que nous véhiculons contre la doxa intellectuelle classique. Soutenir Terabellum est aussi un symbole de votre soutien à une cause qui nous est à tous très chère, la liberté d'opinion. Mais ce n'est pas tout, nous avons une section entièrement dédiée pour ce qu'on appelle les abonnés premium, à savoir des personnes qui font le choix de nous soutenir sur une base mensuelle ou annuelle. Ces derniers reçoivent en échange l'accès à un podcast hebdomadaire dans lequel Quentin et moi traitons de sujets qui nous tiennent à cœur. Des articles uniques seront disponibles, un onglet premium dédié, un canal VIP sur notre Discord, des réponses à vos questions posées à la suite de nos vidéos dans le podcast ou dans un article dédié et des invitations dans l'after débat afin de discuter avec nous de l'actualité et bien évidemment votre nom à la fin de chaque vidéo. Le lien est bien évidemment disponible dans la description.